C'était une de mes toutes premières courses, mais je suis vraiment partie sans ma carabine au départ. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, il parle d'éléments indispensables, on est vraiment sur... Non, mais j'étais vraiment sûre de mon coup, les skis aux mains, les bâtons et tout, et puis j'arrive, je mets mes skis. Puis là, je sais plus ce qui me fait tilter, mais je pense que c'est de voir la celle d'en face qui avait une carabine. Puis là, je me dis, oh. Mais j'ai pas la mienne. Si en fait, si on connaît le chien, il est normalement toujours avec les oreilles bien dressées, avec une allure joyeuse. Et là, sur les photos, systématiquement, il a les oreilles rabattues. Il est là, genre, allez-y, faites ce que vous voulez. Il regarde dans le vide. Ça passe. Ça, en fait, ça se voit qu'il passe pas un bon moment. Ça me flingue de rire. Salut à tous, bienvenue dans La Sauce, votre rendez-vous sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, l'émission où on cuisine nos invités, parfois un petit peu à la sauce pimentée, mais toujours dans la bonne humeur. Et aujourd'hui, on reçoit Lou Jean Monod pour le 6e épisode. Salut Lou. Hello. Tout va bien? Tout roule. Est-ce que tu as déjà été dans la sauce une fois dans ta vie ou pas? Pas celle-ci. Ah c'est vrai. Pas celle-là, ok. Et est-ce que tu manges pimenté? Très peu. C'est vrai? Ok, bon, ça va peut-être se mouiller un petit peu la nuque de temps en temps pour l'émission. Je suis pas toute seule pour faire cette interview aujourd'hui avec toi. Il y a un homme qui est caché quelque part ici dans la rédaction, on ne sait pas, dans une cabine pas loin, qui va se charger de te poser les questions un petit peu plus pimentées. Et c'est Charles qui est avec nous aujourd'hui. Salut Charlie. Salut Flo, salut Lou, comment ça va? Hello. Très bien toi. Bah écoute, tout va bien. Jusque-là, ça va, mais je sens un petit peu de méfiance quand même. Pour une fois que RMC Sport m'autorise à faire du télétravail, je suis content, là je suis bien. Tout va bien moi pour l'instant. Bon, parfait. Bah, j'espère que tu es prêt parce qu'on a quand même une quadruple championne du monde de biathlon qui est avec nous aujourd'hui. 26 ans et déjà un palmarès de dingue. On va le voir. 4 fois championne du monde, 2e du gros globe de cristal pour la 2e année de suite, 3 petits globes de cristal, 44 podiums en Coupe du Monde déjà. Quand tu vois ce palmarès, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu en es fière? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en suis fière. Je suis passée à pas grand-chose de quelque chose déjà d'incroyable il y a 2 semaines. Mais oui, sinon, à part ça, le palmarès me plaît. Ouais. Bah, tu sais quoi, on va l'évacuer tout de suite cette question, parce que je sais que tu en as marre de l'évoquer, mais on ne peut pas ne pas en parler, évidemment, parce que c'est sans doute l'une des images aussi de cette saison de sport d'hiver. C'est ta chute à quelques mètres de la ligne d'arrivée, alors qu'à ce moment-là, tu joues le titre suprême, j'ai envie de dire, le titre, le gros globe de cristal qui concrétise toute la saison de la Coupe du Monde. Il y a cette chute à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Est-ce que déjà, c'est digéré? On est 2 semaines après, tu l'as dit. Est-ce que tu as digéré un petit peu tout ça? Moi, oui, c'est bon. C'est surtout je pense, les gens qui m'en ont pas encore parlé, qui ne l'ont pas encore digéré. Donc, on en parle régulièrement avec mon entourage que j'ai pas encore croisé. Et une fois que ça se sera évacué, ce sera passé. Lou, t'as dit à l'équipe que t'aimais pas revoir ces images. Rassure-toi, ici chez RMC, on n'a pas assez de thunes pour acheter les images. Donc, tu auras juste une photo. Voilà, on va pas trop montrer la vidéo aujourd'hui. Mais c'est pas beaucoup mieux les photos des fois. Mais c'est vrai que quand on a revu les images, parce qu'on te les a remontrées un paquet de fois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, toi, à ce moment-là, au moment où tu tombes? Je ne vais même pas forcément te demander d'expliquer la chute, parce que tu en as déjà beaucoup parlé, mais qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta tête? Est-ce que tu comprends tout de suite ce qui se passe et que là, à ce moment-là, le titre t'échappe? C'est assez particulier à expliquer, parce que déjà, ce qui se passe dans ma tête pendant une course, c'est un peu comme quand on cherche à réexpliquer un rêve, ou en tout cas ce qu'on ressentait pendant un rêve. Il y a des choses qui se passent, mais la sensation interne c'est assez rare, mine de rien. Donc, et j'ai un peu cette sensation-là aussi sur cette course, c'est que au moment où je tombe, j'ai pas l'impression, j'ai pas la sensation de me dire oh non, catastrophe. J'ai pas le soubresaut de panique. En fait, la panique était déjà là bien avant. Ouais. Et en fait, là, j'ai juste l'impression que tout d'un coup, il se passe plus rien, mais plus aucune émotion, ni positive ni négative, juste c'est fini. Et donc... Ça doit être très bizarre quand même comme sensation sur le coup, parce que t'es pas arrivé, en plus la ligne d'arrivée n'est pas passée, non, etc. C'était vraiment très bizarre, très désagréable et très long de finir jusqu'à l'arrivée. J'étais un peu outrée, prostrée, je ne saurais pas trop vraiment dire, mais j'étais là, comment ça c'est fini, comment on recommence la journée? C'est ça, un peu, tu sais, quand tu fais un rêve horrible et tu dis, je veux juste me réveiller pour que ça se termine, en fait, tu vois, qu'on passe à autre chose. C'est ça. Est-ce que tu as peur aussi, quelque part, d'être associé continuellement à cette chute? On t'en parle tout le temps, là, parce que c'est très récent. Est-ce que tu as peur, justement, de le traîner encore un moment avec toi? Je pense pas, parce qu'en fait, c'est pas ça qui représente ma saison. En fait, pour moi, le nombre de fois où je me suis effondrée sur des derniers tirs,
où en fait je m'effondrais bien avant cette ligne d'arrivée. Là, j'avais quasiment tout construit. J'étais juste rôtie au bout du rouleau. Et puis j'ai fait une toute petite erreur qui m'a valu cette immense punition. Donc, sachant que ta saison ne se joue pas forcément plus juste à ce moment-là, hein, parce que vous êtes au coude à coude là au classement général. Mais donc, du coup, tu aurais pu aussi faire la différence peut-être avant sur d'autres courses. C'est certain, je passe complètement à côté du Grand Bornand. Donc, en fait, c'est loin d'être ma plus grosse erreur. Et ce serait malheureux de retenir ma carrière sur une au final, si ma carrière, c'est cette toute petite erreur, ça veut dire qu'elle aurait été belle. Ouais, c'est ça. Mais donc non, je pense pas. Et Lou, t'as eu, on l'a vu sur Instagram notamment, tu as eu beaucoup de soutien de Martin Fourcade, de Quentin Fillon-Maillet, de tous ces grands champions. Ça t'a aidé aussi à relativiser derrière et à te dire, bon, c'est juste une étape dans ma carrière et évidemment, il y aura d'autres très bons moments. Oui, complet. Et puis en fait, j'avais aussi toute ma famille, mes proches, mes amis qui étaient là. Et en fait, l'absence de ce Graal sportif, ça a permis d'exacerber la tournure dramatique humaine qu'il y avait derrière. Et moi, les émotions humaines qu'il y avait derrière, elles étaient 1000 fois plus belles, j'ai envie de dire, grâce à ça, quoi. Ouais, puis tu n'as que 26 ans, si on va le rappeler, donc tu as le temps aussi devant toi pour justement aller le chercher. D'ailleurs, tu l'as pris quand même, mine de rien. Moi, ça m'a assez impressionné, avec beaucoup d'autodérision. Il y a eu ce post Instagram que tu as eu en taguant la Fédé de la Loose, notamment. Ça fait partie aussi de ta personnalité, voilà, de tourner aussi les choses parfois sur le ton humoristique pour relativiser aussi ce que tu vis. Après, c'est. Moi, je te le dis, j'aurais pleuré pendant 15 jours, je pense, derrière. Donc, franchement, respect, tu vois. Flo, en même temps, dès que tu rates une interview, tu pleures pendant 15 jours. Donc, forcément. Attends, parce que du coup, j'ai trop de pression. Je veux pas que ça m'arrive, là, tu vois. Non, en fait, c'est que du sport, quoi. Donc, j'ai beaucoup pleuré quand même. Hein. J'ai passé la soirée à pleurer. Mais en fait, c'est que du sport. Il en fallait une. Ça aurait été très triste aussi si ça avait été Franziska. En fait, ça m'aurait touché aussi que ce soit Franziska qui perde. Je crois que. Ah ouais? Ouais, parce que. Même si tu avais gagné toi derrière. Ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui le méritait aussi. Elle a porté le maillot jaune toute la saison. Elle s'est battue toute sa carrière. Elle est tombée malade. Elle s'est blessée. Et en fait, d'être la fille qui lui dit « Eh non, t'es passée à ça. Et c'est pas toi. » Ça aurait pas. Puis en fait, ça aurait. Ouais, il n'y aurait que coupé ce globe en deux qui aurait été juste pour toi. Qui aurait été cool pour tout le monde. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis, ça transcrit parfaitement les images aussi que nous, on préfère retenir sur cette course. C'est le moment où toi, tu passes la ligne d'arrivée et où tous tes adversaires aussi viennent autour de toi. On le voit sur ces images, viennent te consoler. Francesca Preuss aussi, la première qui vient justement auprès de toi. C'est ça aussi, cette image du biathlon, parce que vous êtes adversaires toute l'année, mais au final, vous êtes tout le temps ensemble, en fait. J'ai pas la sensation qu'on soit adversaire, en fait. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on mène le même combat contre nous-mêmes, c'est-à-dire faire les meilleures courses possibles à chaque fois. Et qu'en fait, on avait juste le même combat au même moment et qu'on a fait pas sensiblement à la même saison, mais en tout cas qu'à la fin, on était extrêmement proches, mais qu'on s'est battus chacune de notre côté, quoi. Alors, il y a eu, au final, cette chute où elle me serre dans le virage, c'était la seule... le seul presque face-à-face entre vous deux. C'est ce seul face-à-face et que j'ai perdu. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais on sent quand même une bonne ambiance globalement dans le monde du biathlon, encore plus dans l'équipe de France. Toi, on t'a vu très proche de Justine Brezaz-Boucher. Quelle relation vous avez justement toutes les deux? C'est vraiment une très bonne copine en fait, que j'ai appris à connaître en arrivant en groupe A, parce qu'elle, ça faisait déjà des années qu'elle y était. Ouais. Et c'était un tube championne du monde, un gros palmarès. Et puis un coup de cœur amical, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, gentil et d'une douceur incroyable. Donc ouais, c'est une amie vraiment très proche. Il y a une bonne ambiance justement au sein de l'équipe de France. Il y a eu quelques accrochages par le passé. Justement, il y a eu cette affaire entre Julia Simon et Justine Brezaz-Boucher. Aujourd'hui, c'est apaisé. Tout le monde s'entend bien au sein de l'équipe de France? En fait, on sait que tout le monde n'est pas ami parce que, de toute façon... Comme dans n'importe quel groupe. En fait, dans n'importe quel travail, toute une société n'est pas amie avec n'importe qui dans cette société. Et donc, c'est pareil pour nous, sauf que nous, on a des caméras qui peuvent témoigner de ça. Et là où je les trouve incroyables, les deux, c'est qu'elles sont capables de... Elles sont OK avec le fait de ne pas être amies, mais par contre, sportivement, elles ont du respect l'une envers l'autre. Et ça témoigne encore plus de la grandeur des athlètes qu'elles sont.
Ouais, parce que c'est faux, parce que vous avez gagné énormément aussi en relais cette saison. D'ailleurs, est-ce que les relais, nous, je sais qu'en tant que téléspectateur à regarder, c'est ultra cool. Tu vois, ça nous rappelle, nous, quand on était en relais, en athlée, tu sais, quand on était à l'école. Est-ce que les relais, c'est tes plus belles sensations en tant que sportive ou tu préfères les courses solo? Comment tu vis les choses? On vous voit tellement à fond sur le côté quand c'est l'autre qui tire et que vous attendez que... En fait, le relais, c'est la seule course où on peut célébrer avec tout le monde. Ouais. Où, en fait, le résultat, quand il est là, il n'y en a pas une qui est triste, c'est le résultat de tout le monde. Et donc, tout le monde peut être content ou tout le monde peut être triste. Mais il y a ce côté où, en fait, si tout le monde a la même émotion, c'est tellement plus facile de la partager, de la communiquer. Bien sûr. Et il y a aussi la dimension où c'est, pour notre staff, c'est représentatif de toute l'équipe. Donc, c'est un peu... j'ai envie de dire le cadeau qu'on leur fait, qu'on se fait entre nous de célébrer tout ça un petit peu mieux. Ouais, le fêter tous ensemble aussi, c'est ça qui est beau là-dedans. Gagner en solo, mine de rien, tu l'as fait beaucoup cette saison. Tu vois, on va oublier cette image de la chute parce que ce serait vraiment pas rendre hommage à tout ce que tu as réalisé cette saison record. 8 victoires pour toi pendant l'hiver. Jamais aucune Française n'avait fait mieux sur une saison de Coupe du Monde. Est-ce que quand on te dit ça, parce que je pense qu'on te l'a déjà répété plusieurs fois, est-ce que tu arrives à réaliser malgré tout, toi, ce que tu as accompli? Est-ce que tu arrives des fois, tu sais, quand on fait quelque chose, on a du mal à dire, mais c'est moi qui l'ai fait ce truc-là, tu vois? Est-ce que tu arrives, toi, à réaliser ce que tu as fait? Je pense que pour l'instant, non. Je pense que ce sera plus facile à réaliser l'année prochaine quand il faudra à nouveau regagner et refaire des victoires. Là, j'ai l'impression que j'étais dans un flow continu, un peu dans une vague qui m'emmenait de manière assez systématique là où je voulais. Et en fait, tout recommencer, je pense que c'est là qui donnera un peu plus de valeur à ce truc-là. Il faut un petit peu plus de temps aussi pour pouvoir se poser sur ce qu'on a vécu. Tu es déjà devenue une vraie star quand même sur le circuit de Coupe du Monde, notamment en Norvège, partout où tu passes. Voilà ce qu'on entend autour des pistes. On va écouter ça. C'est les supporters qui crient ton prénom. Est-ce que tu les entends déjà, toi, quand tu es sur la piste ou pas? Moi, si j'entendais ça, j'irais plus vite, c'est clair, ça fait peur. Hein. Oh là là. En fait, ce qui est un peu marrant, c'est que normalement, c'est un bruit aigu, c'est le ouais qu'on entend pour la majorité des gens. Et j'ai la particularité d'avoir ce nom qui sonne. Enfin, je suis la seule à être encouragée comme ça. Du coup, c'est un peu cool parce que je me reconnais à des kilomètres. Ouais, tu sais qu'on parle de toi. C'est ma petite. Enfin, moi, mon ego en général. Ouais, c'est ça. Ça fait bien. En même temps, tout le monde n'a pas un chant à son nom, tu vois. Est-ce que ça va te manquer justement là pendant cette période d'intersaison, un petit peu de repos? Non, parce que c'est... En fait, je suis quand même... De base, je suis pas timide, mais je suis plutôt... je rase les murs dans une soirée, quoi. Ok, ah ouais, ok. Et c'est pas quelque chose après lequel je cours, au final. Donc je l'apprécie parce que pour moi, c'est du témoignage de soutien, d'amour, d'affection, de tout ce qu'on veut. Et je sais l'apprécier. C'est juste que j'aime bien aussi mes petits temps solo et mon temps calme au fond du bois. Tu avais aussi dit que tu n'aimais pas faire des tournées médias. J'espère que tu es quand même contente de voir Flora. Elle va pas te garder trop longtemps, hein, je te promets. Tu sais pas, ne promets pas des choses qu'on ne va pas tenir, Charlie. Mais je comprends que tu aies aussi un petit peu besoin de souffler. Tu ressens là maintenant que tu as besoin de vacances, de coupures, parce que mine de rien, la saison, elle est longue. Il y a évidemment, nous, ce qu'on voit à la télévision, la saison de compétition, mais il y a toutes les prépas avant. Là, tu sens que tu as besoin de couper un peu? Ouais, en fait, juste de dormir, de pas m'imposer, enfin en fait, de pas avoir le moindre rendez-vous dans la journée. J'ai vraiment... Ouais, de te dire, là, je peux rien faire de ma journée, c'est bon. Ouais, quoi. En fait, je me lève et je me dis, là, il faut que j'aille faire ça quand même aujourd'hui dans ma journée. Juste avoir une semaine complète où je me lève tous les matins. Et est-ce que je mange des crêpes, des gaufres, des pancakes? Voilà, c'est un peu ça mon premier... Ok, donc là, si je comprends bien, t'es focus à manger et dormir, quoi. Ouais, c'est ça l'objectif à venir. Est-ce que tu arrives justement pendant cette période d'intersaison à vraiment couper avec le sport, avec le biathlon, avec tout ça? Tu arrives pendant un mois complet à totalement faire autre chose? En fait, je suis surtout à l'envie. Si j'ai envie d'aller faire du sport, je ne me retiens pas. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et c'est ce qui est le plus cool, c'est qu'en fait, je m'écoute vraiment. Enfin, j'ai la chance de pouvoir m'écouter, quoi. Si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. C'est quand même une belle vie. C'est la liberté, donc, totale. Donc, oui, j'arrive à couper, mais je cours pas après la coupure non plus. Ouais, c'est la liberté aussi totale de savoir si tu peux le faire, tu le fais. Voilà. Dans cette émission, Lou, tu le sais, on va essayer d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Et on a des alliés de poids pour ça, regarde. Coucou Loumout. Bon, moi aussi j'avais une petite question à te poser. Je voulais savoir c'était quoi ta technique alimentaire, ta prépa avant course pour avancer aussi vite. Parce que nous, en général, avec les copains, on voit plutôt l'après-course.
avec les jerrycans de Morito, mais je suis pas bien sûre que ce soit ça la bonne technique pour avancer sur les pistes. En tout cas, avec nous, ça va pas fonctionner. Donc si tu peux nous en dire plus, ça nous aiderait beaucoup. Une de tes amies proches qu'on retrouve ici. Alors, t'aimes faire la fête, alors, du coup, de ce que je comprends. Parce que là, on est sur des jerrycans de Morito. Tu vois, on n'est pas juste sur un ou deux, quoi. Jerrycan. Alors, faut l'anecdote. Donc, Elisa, qui était montée avec 5 de mes meilleures copines à Oslo. Et, donc, pendant la saison. Pendant la saison, enfin, pendant la dernière, du coup. Et en fait, chaque année, l'idée, c'est de peut-être compenser toutes les tournées qu'on n'a pas payées pour tout le monde. On se rattrape. Donc pour notre staff, pour les autres athlètes, et puis en fait c'était le moment un peu de cohésion ultime avec tous les pays, parce que tout le monde n'en a plus rien à faire de rien, ni de la maladie, ni de ne pas avoir une vilaine caisse, ni d'aller dormir tôt. Et donc c'est un vrai moment de partage cool, et ça fait du coup 2 ans qu'on prépare, enfin en tout cas que je m'amuse, soit avec, il y a 2 ans c'était avec Caros, et puis les 2 dernières années avec Justine. Du coup on prépare un petit Morito fait maison en plus. Oui, alors il faut voir comment on le prépare. Mais oui, on s'amuse à le préparer, et c'est un peu aussi c'est un peu comme réserver le billet de train ou d'avion avant de partir en vacances. Ouais, il y a un côté, là, je pars bientôt. C'est le début, quoi. Donc, toute la semaine, en général, il y a un peu de rhum qui infuse dans du sucre et de la menthe. Et ça fait plaisir à voir. Il faut quand même que tu nous parles de ce que tu appelles ce mois de vie chaotique, ce que tu vas vivre là, finalement, pendant cette intersaison. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est toi qui as inventé ce terme, déjà? En fait, c'est... Comment ? J'aime pas, enfin l'idéal c'est pas de dormir après minuit, de manger toujours bien, de pas boire trop d'alcool. Tout ça dure quasiment 11 mois dans l'année. Et donc le mois d'avril c'est celui où tout ça est permis, dans le sens où... Donc là t'es bourré du coup. Il n'y a pas si longtemps, je l'étais. Non mais c'est vrai, parce que tu as aussi dit à l'équipe que tu avais fêté la fin de saison de 13h à 21h. Genre tout droit, là au mois de mars, c'était juste le before. Il y a eu un after après 21h quand même. En fait, il faut quand même se représenter un athlète qui ne boit pas pendant 6 mois, qui se retient beaucoup, et qui, au moment où on lui en laisse l'opportunité, a tendance à se rappeler que du coup, il vient de faire une course qu'il n'a pas mangée et qu'il n'a pas un foie... directement après la course? Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, c'est une idée... En plus, tu devais être en bas total, non? C'était vraiment la pire idée, mais en tout cas, sur le moment, ça m'en paraissait la seule. Ouais, pour oublier un petit peu, quoi. Voilà. D'habitude, c'est quand même toujours dans la bonne ambiance, et puis on met de la musique, et puis on danse. Ouais. Là, j'étais un petit peu dans un bad mood, donc à ne pas reproduire. mais du coup, voilà, de manière générale, c'est quand même souvent dans l'idée de célébrer, et puis... un peu comme le barbecue du dimanche midi, quoi. Tout le monde paye sa petite bière à 13h. Et puis, mais les gens raisonnés qui peuvent boire la quantité qu'ils veulent quand ils veulent savent qu'il ne faut pas abuser, en tout cas qu'il faut un peu diluer. Parce que vraiment, toute la saison, tu t'astreins à jamais boire d'alcool, à jamais avoir un écart, etc. Ou quelquefois, tu te permets quand même... une bière par semaine maxi, quoi. Charles, prends-en de la graine, tu vois. Flo, arrête. Elle a parlé de 6 mois, toi 6 jours, déjà, t'es un peu tremblante. Surtout moi. Mais oui, c'est important aussi d'avoir... Parce que sinon, t'es en privation totale. C'est pas vraiment une privation, parce que si j'ai pas mes amis qui le... Enfin, j'ai pas d'amis qui le font, donc j'ai pas plus envie que ça de le faire. Mais du coup, comme on est tous dans le même mood au même moment, ça part un peu en live, mais un peu comme des adolescents qui font leur première bringue, quoi. C'est un peu con, mais ça ressemble à ça, quoi. Est-ce qu'il y a un truc pendant cette période de la saison où justement tu as un petit peu toutes ces privations? Est-ce qu'il y a un truc qui te manque plus que les autres? Est-ce que c'est boire? Est-ce que de pouvoir manger ce que tu veux? Est-ce que tu parlais aussi tout à l'heure du côté ne pas trop s'approcher des autres pour pas être malade, pour pas manquer des jours de compétition? Qu'est-ce qui te manque le plus dans cette période-là? Je dirais que c'est cet aspect-là de de faire très tentation, de ne pas sortir voir des copains qui vont au resto. C'est l'excès de faire attention face à la maladie. Et en fait, je ne suis pas de celle qui fait le plus attention. Et du coup, mes proches ont tendance à me le rappeler. Et c'est un truc... C'est vraiment l'effort que j'aime pas faire. T'as du mal, quoi. Ouais. Et donc, je le fais, mais c'est vraiment celui qui est à mes yeux, le plus chiant. Ouais.
Parce qu'il y a le côté social aussi qui est plus difficile de se couper des gens. Est-ce que tout ça, ce rythme de vie que tu as pendant cette période-là, est-ce que ça peut aller, c'est compatible avec ta vie de sergente? Parce qu'il faut aussi qu'on apprenne ça. Voilà, tu es sergente dans l'armée de terre. Voilà, il faut que tu nous racontes déjà d'où, comment, pourquoi, d'où ça vient, comment tu te retrouves dans l'armée. Alors, la majorité des sportifs professionnels, entre guillemets, ont la chance, l'opportunité de rejoindre soit l'armée, les douanes ou la police pour avoir des contrats de soldats, en l'occurrence pour l'armée, et par conséquent d'avoir le petit salaire qui va avec. Donc, c'est un peu Donc moi, j'ai intégré l'armée en 2022, et pour moi, ça me marque un peu le switch entre le moment où je suis amateur et professionnel. En fait, je passe de... je fais ce que je peux pour essayer de faire du biathlon à je suis littéralement payée pour faire ça. Et ça, le switch, ça apporte une espèce de légèreté de ok, j'ai pas fait d'études, mais là vraiment c'est officiel, c'est ton taf de faire ce sport-là. Mais là tu nous mens, là c'est quand tu faisais les scouts quand tu étais petite, là. La tenue c'est pas l'armée, arrête. Mais alors le béret, ça fait un peu les scouts là quand même. Puis faut voir. On n'a pas l'ombre d'une formation. Enfin, on fait 3-4 jours maximum de formation militaire. Ouais, parce que tu en as quand même posé quelques-unes sur tes réseaux. Ça a l'air quand même, on te voit quand même faire des petites escalades sur les trucs habituels qu'on voit dans l'armée, mine de rien. Donc vous avez quand même un entraînement, mais c'est juste, vous avez quelques jours à valider par-ci par-là, quoi. Ça a une tête d'entraînement, mais c'est plutôt... Oui, merci. C'est plutôt... c'est l'armée, chaque année, ils organisent une semaine de stage cohésion. Donc tous les sports d'hiver, en l'occurrence, qui se retrouvent pour faire cette semaine de stage. Et à chaque fois, on va dans une caserne différente et on découvre un peu les activités principales de la caserne. Mais c'est vraiment... comme Flora pour le bal des pompiers. Tous les ans, une caserne différente. Mais tu me fais passer pour une alcoolique. Ça n'a aucun rapport. J'ai pas le perdu. Ouais, c'est pour ça qu'il s'est caché, en fait. C'est censé attaquer, c'est pas moi. Mais oui, donc du coup, c'est plus un côté... c'est un peu une image liée à l'armée, en fait, mais pas vraiment... non, mais je veux dire, si on t'appelle, tu vas pas aller... Pas du tout. Théoriquement, non. Et en fait, là, ce qu'on fait, ça nous amuse, quoi. On fait tu le vois comme un jeu, quoi. Là, on va vous faire tirer. C'est un jeu pour nous. Donc, tu dois pas être trop mauvaise, du coup, au tir, là, si jamais on te fait tirer. C'est quand même très différent. Ah ouais? Ouais. C'est pas du tout le même calibre. C'est une arme de guerre. Le 22 long rifle, c'est le calibre le moins dangereux, si on peut dire qu'une arme à feu n'est pas dangereuse. Et donc, c'est très différent. Mais j'adore. D'ailleurs, c'est le moins dangereux. Tu pourrais peut-être le tester, là, en plateau. Si bien sûr. Sur toi, on va... Ouais, bien sûr, on va faire ça. T'as qu'à venir en plateau, Charles. On va tester sur toi si tu veux. Mais on a vu les photos, ça t'a quand même permis, mine de rien, de participer au défilé du 14 juillet. Oui. Ça, c'est pas rien aussi quand on est français. Est-ce que c'était l'année quand c'était pas sur les champs ou c'était... Si, c'était sur les champs. Ouais. Incroyable. Fou, patrouille de France qui passe. Ouais. T'as quand même appris du coup à marcher là, pour en le coup, rythme. c'était la partie à peine chiante pour nous, c'est que c'était plein mois de juillet du coup, et on a dû s'entraîner comme vraiment tous les mecs qui défilaient à faire ça cette semaine-là. Et une semaine plein mois de juillet, c'est là où on travaille le plus, mais de toute l'année, on travaille. L'hiver, on travaille moins. Donc, c'est fou de se dire ça, que vous, les sports d'hiver, vous travaillez le plus au mois de juillet, quoi. Ouais, c'est juillet, août, septembre, c'est les 3 mois où on a le plus gros volume horaire en termes de charge d'entraînement. Donc arriver à caser une semaine où on fait que des activités militaires, à savoir marcher au pas, donc c'est pas quand même un entraînement idéal. Et donc voilà, c'était la partie chiante, mais à la fin, la récompense, c'est quand même de dire j'ai défilé sur les Champs-Élysées. C'est dingue. Le 14 juillet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de ça. Donc moi, je me suis demandé, en fait, l'armée n'a rien de familial chez toi. C'était pas du tout un truc dont tes parents étaient dans l'armée. Non, mon papa a fait son service comme beaucoup de gens de ma génération et qui avait quand même beaucoup aimé. Donc j'avais une belle image de l'armée et j'étais contente de finir à l'armée parce qu'on a quand même rarement le choix entre la douane et puis... en fait, c'est la première institution qui propose, qu'on est quasiment obligé d'accepter. Ouais. Donc j'étais contente que ce soit l'armée. Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'on voit d'ailleurs régulièrement, tes parents sont là tout au long de la saison de la Coupe du Monde. Ta sœur aussi, très souvent. C'est important justement pour toi qui t'accompagne, parce que je pense que c'est pas le cas forcément de tous les athlètes non plus. Il faut pouvoir avoir sa famille tout le temps autour de soi. Ça t'aide, toi, ça te fait du bien? Oui, j'aime beaucoup. Moi, en fait, ils m'ont tellement toujours accompagnée. Quand j'étais toute petite, on traversait la Franche-Comté pour aller faire du VTT. Après, on traversait la France pour aller faire les Coupes de France de biathlon, de ski de fond. Et puis ils n'ont jamais arrêté. En fait, je pense que je ne me rends pas compte de la chance que c'est parce que... Enfin, si, je m'en rends compte, mais je suis vraiment la seule athlète à
à être autant suivie. Et oui, j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir un peu le temps off quand on a envie d'être près de sa famille et ça fait du bien. Ouais, c'est pas trop de distraction justement aussi, ça va, t'arrives à rester focus quand ils sont là ou pas? Non, ça va, puis en plus c'est les premiers à dire allez hop, tu Ah oui, d'accord, ok. oui. On a gardé le ton parental quand même malgré tout. Il y a ta grand-mère aussi qui est ta fan numéro 1. J'ai vu qu'elle avait un classeur, non? Où elle range tout. Elle en a pas un cette fois, je pense qu'elle en a 7 ou 8. Ah ouais? Et elle met quoi dedans? Elle met tous les résultats depuis que je fais des courses, je pense, ou depuis que je fais des courses en niveau national, j'imagine. Ok. Et elle aime bien, elle était comptable, elle adore compter, prévoir un peu les calculs à l'avance. Elle avait le classement général sorti sous les yeux avant qu'il sorte. Et elle aime beaucoup ça et du coup, je pense que c'est un peu ses souvenirs de tout ça. Puis elle aime bien on sent la fierté classer et archiver, c'est vraiment son truc. Ouais, c'est ça, mais on sent la fierté aussi derrière pour elle. Tu ressens ça aussi, parce que j'imagine qu'il y a évidemment la motivation personnelle quand on fait un sport comme ça, mais il y a aussi celle de voir la fierté à travers des yeux de sa famille aussi. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour toi? Oui, complet. Pour le coup, je suis extrêmement chanceuse parce qu'on voit mes parents, mais il y a littéralement toute ma famille derrière qui fait exactement la même chose. Mes oncles et tantes, les grands-parents des deux côtés, et ils sont tous à fond derrière moi. J'ai rarement le temps j'ai même jamais le temps de leur dire merci à chaque fois qu'ils me soutiennent, m'encouragent, me disent bravo. Ouais. Ils expriment un soutien incroyable et tout ça depuis que je suis née. C'est fou, ça t'est porté, dis donc, par tout le monde. T'accompagner sur les courses pendant la saison de Coupe du Monde, justement, ça crée des souvenirs, évidemment, et ça rappelle aussi des petites anecdotes. Regarde. Coucou Lou. On nous a demandé une petite anecdote sur toi, concernant le biathlon. Te rappelles-tu une manche du championnat de France au TUF, où quelques minutes avant le départ, voire quelques secondes avant le départ, tu avais oublié quelque chose d'important pour un biathlète, quelque chose, je dirais, indispensable, qui nous a fait rire après. Bisous. On voit ton papa et ta maman, Didier et Sylvain. De rire, c'est la tête du chien. Oui, mais t'inquiète pas, on va en parler du chien. T'inquiète pas, ça va être le chapitre après. Qu'est-ce que tu avais oublié ce jour-là? C'était une de mes toutes premières courses, mais je suis vraiment partie sans ma carabine au départ. Ah oui, d'accord. Donc oui. Vraiment, il parle d'éléments indispensables, on est vraiment sur... Non, mais j'étais vraiment sûre de mon coup, les skis aux mains, les bâtons et tout, et puis j'arrive, je mets mes skis. Puis là, je sais plus ce qui me fait tilter, mais je pense que c'est de voir celle qui est en face qui avait une carabine. Puis là, je me dis, oh. Mais j'ai pas la mienne. Du coup, j'ai mis mon meilleur sprint. Non, mais j'ai pris le départ à l'heure. Et je suis loin d'être la pire à ce niveau-là. Je pense que j'ai des anecdotes de biathlètes qui oublient des trucs. Il y en a 15 000. Moi, j'ai oublié une fois ma cara quand j'avais 15 ans. T'es pas trop tête en l'air dans ces cas-là? Parce que c'est vrai que t'as raison de le dire, il faut penser à tout l'équipement aussi, à tout ton... En vrai, j'imagine que t'es entourée aussi avec le staff de l'équipe de France. Non, mais là, ça arriverait plus en Coupe du Monde. Mais je suis assez, pour le coup, organisée à ce niveau-là. C'est en termes de timing, j'ai tendance à être un peu souvent à la bourre, à l'arrache. Mais sinon, oublier des trucs, ça m'arrive rarement. Du coup, quand tu vas au biathlon sans carabine, tu vas juste au ski, quoi. C'est un peu le principe, ouais, effectivement. Bon, alors sur cette vidéo, il faut qu'on en parle. Il y a une star quand même, c'est Inouk, ton chien qui est au milieu. Alors je parle de star parce que franchement, tu le mets partout, quasiment sur tes réseaux sociaux. Moi, j'adore, j'ai une vraie passion pour les chiens, donc franchement, je suis à fond derrière toi. Mais comment t'en es venu justement à le mettre autant en scène? C'est ton chien à toi déjà ou c'est celui de tes parents ou comment c'est celui de la famille. Il est arrivé à Noël 2013. Ouais, il me flingue de rire parce qu'en fait, il faut le connaître, il a cette tête-là en vrai. Et puis sur les photos que ma maman fait... Bon, attends, je raconte l'histoire en premier. En fait, à la base, c'était le message de ma maman pour m'encourager, surtout si elle n'était pas là sur les courses pour le faire. Elle m'envoyait une photo du chien avec bonne course, enfin voilà, le truc traditionnel. Et puis, si elle pouvait pimper un peu le chien avec une paire de lunettes, elle le faisait. Et puis, ma maman, aimant notre chien comme le petit dernier de la famille, oui, je comprends. Elle disait, mais en fait, il faut montrer au monde entier que comme ce chien est beau. Comment il est génial. Voilà. Et donc, finit par mettre les photos que la maman faisait sur les réseaux. Et donc, elle s'est fait prendre à son propre jeu parce que, comme les gens ont aimé, il fallait
créer et trouver un nouvel outfit Faut être pour le inventif chien à chaque fois, à chaque course. Et même du coup sur les courses où elle l'était, alors que normalement c'était que sur les courses où elle n'était pas qu'elle le faisait. Donc il a fallu qu'elle trouve, du coup mon papa a été mis à contribution aussi, à trouver une trentaine d'idées pour cette saison pour toutes les courses. Et donc à la fin, au début c'était mignon avec des lunettes et puis un bonnet, puis à la fin c'est parti avec carrément des décors. On a une autorisation signée ou aboyée du chien pour qu'il était d'accord pour s'habiller comme ça. Les droits d'image. Et donc, du coup, c'est là que c'est très drôle, c'est parce que... J'ai Brigitte Bardot qui arrive, là, elle est révoltée. Si on connaît le chien, il est normalement toujours avec les oreilles bien dressées, avec une allure joyeuse. Et là, sur les photos, systématiquement, il a les oreilles rabattues. Il est là, genre, allez-y, faites ce que vous voulez. Il regarde dans le vide. Ça passe. Ça, en fait, ça se voit qu'il passe pas un bon moment. Ça me flingue de rire. Et on a vu une petite vidéo tout à l'heure où tu t'entraînes, il est à tes pieds. Ça t'arrive de t'entraîner des fois avec lui ou En fait, quand il était moins vieux, je le faisais très souvent. On allait courir, il faisait même du VTT. Je l'emmenais sur les pistes. Il faut juste trouver les bonnes pistes parce que c'est interdit normalement d'emmener le chien sur les pistes. Peut-être aussi qu'il reste derrière toi quand tu es dans cette position quand même, non? Ouais, pour éviter qu'il y ait une balle perdue. Ben non, super. Mais il était incroyable quand il était jeune. Il me suivait vraiment partout. Et donc c'est un border collie. Il adorait être devant, tirer. À aboyer dès que j'attendais 5 secondes. Et donc j'ai fait beaucoup d'entraînement avec lui. Et puis maintenant, il a 11 ans. C'est devenu un chien de canapé. C'est son nouveau rôle, c'est de faire la mascotte, puisqu'il ne veut plus sortir. Regarde, et lui, il attend que ça passe. Il se dit, allez-y, habillez-moi comme vous voulez, j'attends que ça passe. Mais c'est devenu, c'est vrai, ta mascotte sur les réseaux. C'est mignon comme tout. On voit l'enthousiasme aussi des gens. Dès qu'on met un chien en scène, ça marche à chaque fois. Comment t'en es venu? Moi, c'était la première question que je me suis posée. Au biathlon, est-ce que c'est familial? Est-ce que tes parents faisaient du ski? T'as baigné dans ce monde-là? Comment ça arrivé dans ta vie de biathlon? Mes parents faisaient du sport, ma maman de la gym, mon papa du ski alpin. Ils ont arrêté relativement jeunes, mais du coup l'idée c'était de nous éduquer avec ma sœur autour du sport. C'était normal pour beaucoup de familles, c'est le cas. Ça apporte des belles valeurs et puis c'est la meilleure. Regarde comme t'es mignonne. Beaucoup d'allure. Non mais le bonnet, on dirait presque des lunettes de piscine, tu sais quoi, c'est vraiment, on est sur un... Mais c'était vraiment mon bonnet préféré à l'époque. C'était pas le jour où t'avais oublié ta carabine, ça? Voilà, j'ai 7 ans, je pense, grand max. On va mettre une carabine dans les mains d'un enfant de 7 ans. J'avoue. Charles, tu donnes des mauvaises idées aux gens, c'est pas possible, on fait pas ça. Et donc, du coup, mes parents m'ont inscrite au club du coin, en fait, le plus proche de la maison. Parce que tu es quand même natif de Pontarlier, donc on est quand même dans une région où, a priori, c'est pas trop loin pour aller faire du ski. Voilà, c'est ça. Et puis le club en question, l'Olympique Mont-d'Or, était multi-activités. Donc, il y avait course à pied, kayak, vélo, ski l'hiver. Et donc, c'était parfait pour mes parents. Et puis surtout, il y avait toutes mes copines de l'école à ce moment-là qui y allaient. On faisait ça. Et donc, c'était le truc... en fait, c'était normal à ce moment-là de faire ça, quoi. Est-ce que il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans le monde du biathlon? Est-ce que tu as une idole, ou peut-être pas juste du biathlon, d'ailleurs, du sport en général? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la carrière t'a particulièrement parlé et qui t'a poussé à te dire, moi aussi, je veux être une sportive de haut niveau, ou pas du tout? Je me rappelle, quand j'étais petite, c'était les biathlètes forts du club, mais qui faisaient des championnats de France. C'était pas vraiment les rockstars. Enfin, si, j'ai regardé les JO comme tout le monde, mais en fait, c'était de voir à l'époque, c'était les frères et sœurs Thionnet qui étaient très forts en biathlon, en championnat de France. Et en fait, j'aimais bien. Je les voyais passer avec leur carabine dans l'eau. Je trouvais ça trop cool. Et c'était, je pense, limite eux, le fait de les connaître, et puis en plus extrêmement gentils. Enfin, en fait, presque le fait de connaître un biathlète personnellement qui m'a donné envie, je pense, de faire ça. Après, forcément, on a eu la chance d'avoir Martin, même un grand Johannes Beu aussi, qui sont incroyables pour ce sport. Ça a aidé beaucoup. Bien sûr, mais comment t'expliques justement, parce que là tu parlais de Martin Fourcade, mais il y en a eu plein d'autres aussi, comment t'expliques que chez nous en France, il y a cette tradition un petit peu du biathlon? C'est un sport où on performe quand même régulièrement. On avait tous peur après le départ de Martin Fourcade, justement, qui a un petit creux aussi, et finalement c'est reparti derrière. Là, c'est les femmes aussi, les Françaises qui sont sur le devant de la scène. Comment t'expliques justement cette tradition-là, toi, du biathlon en France? Je ne saurais pas dire, parce qu'on est vraiment peu licenciés par rapport les C'est ça qui est fou, en fait. Mais par contre, vous êtes ultra performants. Enfin, il y a une course cette saison, je crois, où il y a eu les Françaises ont terminé aux 4 premières places. C'est quand même fou. Enfin, je veux dire, c'est... c'est fou. C'est difficile à expliquer. Hein.
est-ce que c'est parce que ça performe devant que du coup derrière elle donne envie de performer aussi et donc ça entretient la performance à plus haut niveau. C'est difficile à expliquer, on cherche, on imagine des trucs, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de vraie explication. Le biathlon, c'est le bon mix entre le ski et le tir. Est-ce que tu as une préférence justement entre les deux? Parce que je comprends, tu es quand même parti sur le ski au départ. Est-ce que tu as une préférence? Tu préfères le ski, le tir, si tu devais choisir? J'aime beaucoup l'entraînement du ski, le fait de pouvoir en fait aller n'importe où. Enfin, partir toute seule skier, j'adore ça. Mais en fait, le tir a aussi ce côté où je pense, j'ai l'impression que je pourrais en faire pas jusqu'à ma mort, mais en fait, c'est le truc, ça demande aucun effort. Ça demande la concentration, quoi. Ouais, il y a un côté un peu apaisant de chercher la perfection avec le regard au final, et pas dans le mouvement. Et c'est vraiment très complémentaire. J'ai l'impression que je pourrais faire du tir toute ma vie. Du ski, peut-être pas, peut-être que j'en aurais marre. Et puis peut-être qu'il n'y aura plus de neige quand j'aurai 80 balais aussi. Ouais, ça c'est une question qu'il va falloir se poser, ouais. Mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Avant, je préférais le tir parce que j'étais meilleure à ça. Maintenant, c'est vraiment très équilibré. Mais au niveau du tir, il y a un truc qui est super bien fait dans les réalisations du biathlon, c'est on entend bien vos respirations au niveau du tir. Et c'est vrai que comment tu gères ça? Parce que forcément, tu sors de la phase skier où tu arrives et tu es forcément très essoufflé. C'est un moment où tu dois reprendre tes esprits, te remobiliser. Et comment est-ce que tu fais pour gérer ce moment-là, justement? En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment pas un truc, c'est une question que tout le monde pose et qui pourtant qui est assez peu, j'ai envie de dire, travaillé. En fait, on a tellement l'habitude, on fait ça toute l'année, de skier, de s'arrêter pour tirer, qu'on y réfléchit même plus. C'est un truc que je cherche à forcer quand on est en altitude, quand je sais que l'arrivée au tir, au pas de tir est plus difficile que d'habitude. Mais c'est pas il y a beaucoup plus d'implication mentale au moment de tirer, dans l'approche visuelle, dans la technique, plus que en soi dans le fait de switcher l'effort. En tout cas, moi, ta respiration, elle se cale tout de suite. C'est assez naturel. Je pense qu'il y a un côté aussi psychologique que je sais de manière inconsciente que j'arrive au pas de tir et que je change. Et les battements de mon cœur ne changent pas grand-chose. J'ai une position qui me permet de ne pas être impactée par les pulsations. Et puis ma respiration, je sais comment je fais. Je sais combien de respi j'ai besoin, à quel moment. Ah oui, donc on en est là. On compte quand même les respirations, etc. Je les comptais, quoi. Maintenant, c'est tellement ancré que j'y pense même plus, quoi. C'est pour ça que c'est pas si impressionnant que ça. C'est que... je saurais pas dire, c'est comme une mamie qui coud toute sa vie, à la fin, ou qui tricote toute sa vie, à la fin, elle n'a plus besoin de regarder. Quoi. Et alors que moi, je vais commencer, je vais pas du tout comprendre ce qu'il faut faire. Et là, c'est un peu le même délire, c'est que c'est juste l'habitude qui rend le truc simple. On sait à quel point justement le tir est une phase importante aussi dans le biathlon. Du coup, est-ce que la carabine devient du coup ton élément aussi principal? Tu disais que tu l'avais oublié tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce que tu en changes? Comment tu fais? Alors, on n'est pas obligé de changer. C'est un des éléments d'un autre sport qui ne s'abîme pas ou peu. J'ai changé de crosse, donc crosse c'est la partie en bois, celle qui est différente pour chaque athlète. Donc je l'avais changé il y a, je dirais maintenant 4 ans. Et puis j'ai dû changer... Parce qu'avant c'était la même que tu avais depuis le début? Ouais, depuis mes 14 ans. Tu l'as gardée super longtemps. Ouais. Mais en fait c'était donc les crosses Senseigne, c'est celles qui sont faites en France, donc ça mérite d'en parler. Bien sûr. Et qui sont évolutives par rapport à la taille des biathlètes, c'est unique. C'est la seule marque qui fait ça. Donc j'avais cette crosse-là qui a grandi avec moi et sur laquelle j'ai pu travailler. Ensuite, je suis passée sur une crosse qui était beaucoup plus fixe parce que je ne grandissais plus. Et puis, parce que je voulais en avoir 2 en cas de casse. Et l'année prochaine, je vais devoir changer parce que celle que j'ai actuellement, elle commence à fendre. Donc, il faut que je la change pour éviter la casse. Et donc ça, c'est la partie cross. Et après, on a la partie mécanisme, donc, qui est composée de la partie la plus proche de moi, où il y a la culasse, et la partie canon. Et mon canon, c'est pareil, c'est abîmé il y a 2 ans. Donc j'ai dû changer le canon. Mais sinon, en gros, j'avais un canon qui avait 13 ans et qui fonctionnait. D'accord, ok. Ouais. Mais, donc là, j'ai plus que mon boîtier de culasse, qui est le même depuis que j'ai 13 ans. C'est fou ça, quand même, parce qu'on se dit peut-être que ça s'enraye plus vite et qu'il faut changer plus régulièrement. Justement, plus il est usé, mieux il fonctionne. Ok.
Ça te fait rire, Charles, que je parle Non, non. d'enraillement de la carabine. Non, mais c'est vrai que je me demandais au moment où tu as eu ta carte de presse, tu pensais pas poser des questions sur une carabine. Non, sur une carabine, non, je pensais voilà, pas que tu vois, ça arrive un jour. Je pensais pas que ça m'arriverait, mais tu vois, c'est la beauté aussi de ce métier. Tu parlais tout à l'heure justement de la nécessité ou de l'obligation pour vous d'entrer dans l'armée, notamment pour avoir aussi une rémunération. C'est une question aussi qui est liée comme ça dans le sport de haut niveau. Est-ce que tu vis aujourd'hui de ton sport, d'être biathlète ? Ça fait 3 ans que j'en vis et que j'en vis très bien parce que j'ai les résultats qui me permettent de gagner des primes de course. En fait, ça dépend ça dépend vraiment beaucoup des résultats et des sponsors. Et en gros, on a 3 possibilités de rémunération quand on est athlète, ou en tout cas biathlète. Donc, c'est l'institution douane, armée ou police, les primes de course et les sponsors. Et ça, en fait, c'est extrêmement variable. On n'a pas tous la chance d'avoir un contrat. On n'a pas tous la chance d'avoir des belles primes de course. Ça dépend si on est en Coupe du Monde, en IPU. Comme les sponsors, d'ailleurs, les sponsors viennent liés aux résultats aussi. C'est ça, résultat, on gagne de l'argent à partir de la 30e place en Coupe du Monde. D'accord. Et donc voilà, ça dépend des résultats. Moi, c'est ma source de revenus principale, les primes de course. Pour certains, c'est les sponsors, parce que si on est bon négociateur, si on s'en sort bien, si on a une belle image, travaillé notre image, oui. Si on a beaucoup d'abonnés sur Instagram, ça c'est à la limite un paramètre quasiment extra-sportif, parce que c'est presque juste lié à la communication. Il faut que tu boostes Inouk, du coup, ça va te faire de On va lui faire de l'argent. Là, Lou, là, pour cette saison, donc 2e au Gros Globe, tu as pris à peu près 320 000 €, je crois. Alors, 2 questions. Si tu avais terminé première, déjà, ça aurait été quoi la différence de revenus ? Je crois que le Gros Globe de Cristal, c'est 40 000 € la prime. Plus sérieusement, parce qu'on parlait justement de la rémunération, c'est vrai que c'est une question qui est importante quand on est athlète de haut niveau, on se pose toujours la question. Et on parlait de tes prépas aussi. Généralement, là, on va te laisser tranquille. Imaginez que le mois prochain, tu vas te reposer, tu vas faire la fête, tu vas dormir et tout. Et quand la prépa va recommencer, ça ressemble à quoi le début d'une prépa, d'une saison comme ça pour toi ? C'est direct au charbon ou il y a des stages un peu plus courts ? Oui, il y a des stages à partir du mois de mai. C'est assez doux la reprise. On a assez peu d'heures à faire en tout début de reprise. D'ailleurs, ce serait stupide. Ce serait le meilleur moyen de se blesser. Clairement. Ouais. Donc le mois de mai assez progressif, le juin pareil, un peu en fait intermédiaire entre mai du coup et juillet où au juillet on est à bloc et où on bosse beaucoup. Je dirais qu'en termes de moyens d'entraînement, on est à 50% d'utilisation du ski à roulette et les 50% restants à peu près équilibrés entre la course à pied. Ça, le ski à roulette, c'est ce qu'on voit là. Oui, c'est ça. Ça, c'est du classique, c'est pas ce qu'on fait l'hiver. Okay. Donc, on a fait beaucoup moins que du skating. C'est 90% de skating et 10% de classique, je pense. Et puis après, on a de la musculation, de la course à pied, VTT, gravel, un peu de vélo de route. J'en fais de moins en moins, je trouve ça à peine trop dangereux. Ouais. Et puis, on est déjà pas mal. C'est les moyens d'entraînement les plus importants. Bon, ça, c'est la version sérieuse. Mais apparemment, tu as une technique bien à toi quand même pour te préparer, justement au moment de la belle saison, notamment, regarde. Coucou Loulou. Alors, avec Gano, on avait une petite question à te poser. On voulait savoir si la natation faisait partie de ta préparation estivale. Si oui, on a trouvé un petit endroit assez sympathique. Apparemment, on peut y pratiquer le catch aquatique. Tu nous en diras des nouvelles. Regarde, on a même des petits escaliers. Bisous. Bisous Loulou. Alors, le catch aquatique. Qu'est-ce que c'est que le catch aquatique ? Là, vous avez pris mes copines. Je dis que je pense que c'est au 4e Morito, ça, le catch aquatique. J'ai dit que je buvais un petit peu. Ça, c'est mes copines qui me... À côté, je suis un enfant de gueule. D'accord, ok. C'est elle qui t'engraine un petit peu, quoi. C'est les pires. Mais c'est mes copines les plus drôles que je connaisse. Enfin bref. C'était un petit coup pendant l'été 2023, je dirais, par là. C'est à Annecy. Et puis on avait fait un petit peu la fête, et puis il faisait chaud, et puis on a fait un peu des bêtises dans la rivière. C'était marrant. Le catch aquatique, voilà. C'est eux, mais franchement, un peu monter sur les épaules de copains, un peu se battre. C'est vraiment pas une belle idée, parce que c'est pas la rivière la plus clean qu'on puisse trouver. Ouais. T'as jamais peur dans ces moments-là de te blesser ou d'avoir on sait jamais, tu penses pas là, du tout, à ce moment-là, c'était quand même c'est les jeux qu'on fait quand on est gamin dans la piscine. Bien sûr. Donc,
t'éclates avec tes potes. La chance de se blesser est J'ai quand même l'impression que maigre. tu veux jamais faire un sport simple. Hein. Tu dois mêler le ski à la carabine, le catch à l'eau. Faut faire un tennis, un truc comme ça, non? Lance-toi dans quelque chose de plus simple. En tout cas, je ne sais pas ce que tu prévois de faire là dans ce mois-là, mais il va quand même falloir être prudente parce que là, c'est une saison particulière qui arrive aussi, mine de rien, avec la préparation des Jeux Olympiques. Ce sera tes premiers Jeux Olympiques aussi, et puis ce sera en Europe en plus, à Milan Cortina d'Ampezzo. Comment tu abordes justement cette saison, toi qui n'as encore jamais vécu ce frisson olympique? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement de vivre justement les JO ou pas? Alors, déjà pour être clair, je ne suis pas sélectionnée pour l'instant pour les Jeux Olympiques. Donc ça reste quand même la première étape. C'est pas comme si j'y étais. Donc ça tient à quoi justement la sélection? Je dirais, en vrai, j'en sais rien du tout. Je crois que c'est les 4 premières du classement général au moment de partir aux Jeux. Je dirais que c'est ça, mais en plus, je suis même pas sûre de ce que je raconte. D'accord. Et donc, il y a cette première partie, et puis en fait, ça va juste être du travail dans la continuité de ce qu'on fait déjà avec mon coach depuis 3 ans. Rien faire d'extraordinaire, parce que ce serait le meilleur moyen de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, juste du travail dans la continuité de ce qui a été fait sur les 2 dernières années, et puis après, un petit peu d'improvisation par rapport au contexte olympique que j'ai jamais vécu. Chacun le vit différemment, donc je peux pas me baser sur l'expérience des autres. Et puis Justine pourra malgré tout aussi t'en parler parce qu'elle le sait, elle connaît aussi ce. Mais en plus, ça va être un peu différent parce que là, c'est des jeux où il n'y a pas de village olympique. On sera les seuls sur un stade que je connais, que j'ai déjà fait, une piste que je maîtrise. Donc, tu n'auras même pas forcément l'impression d'être dans le contexte Jeux Olympiques, tu veux dire. J'imagine que les médias et puis les anneaux olympiques qui vont traîner dans le coin vont un petit peu aider, mais ça va être, je pense que pas aussi fort que les éditions précédentes auraient pu le faire. Ouais, et puis évidemment, quand on parle JO, on pense aussi à ceux de 2030 dans les Alpes françaises. Est-ce que ça aussi, ça te trotte dans un coin de ta tête, même si c'est encore loin? Est-ce que tu y penses malgré tout? Oui, évidemment. Enfin, en fait, quand j'ai entendu que les Jeux seraient en France en 2030, j'ai fait le rapide calcul de savoir quel âge j'aurais, si ça pouvait jouer. J'aurais pas encore 32 ans, donc pour moi, ça joue largement et c'est carrément un objectif. Ouais. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a encore de la neige d'ici là, parce que c'est vrai que le réchauffement climatique... Je suis bien contente de ne pas avoir à gérer la logistique par rapport à ça. Ça va être un beau casse-tête. J'espère qu'ils sauront le réaliser aussi bien que pour les Jeux de Paris. J'imagine qu'il faudra faire des jeux comme ceux de Milan, à savoir les Alpes, poser les stades et les sites de compétition aux endroits adéquats. C'est quelque chose qui t'inquiète, ça, justement, pour l'avenir de ton sport? Parce qu'on voit qu'il y a quelques étapes de Coupe du Monde aussi où il n'y a quasiment pas de neige, où c'est de la neige aussi artificielle qu'on rajoute. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète parce que ton sport est aussi dépendant des conditions climatiques autour de vous? Je pense que le biathlon sur neige est voué à disparaître, ça c'est certain. Après, dans combien de temps, j'en sais rien. Pour moi, ce qui doit être le mieux fait, c'est la progression entre les deux. Ça veut dire que j'imagine qu'il va falloir créer une Coupe du Monde qui commence en ski à roulette et qui finit la transition, en ski. Tu veux dire, entre les deux. Voilà, pardon, exactement. Et donc il va falloir créer ça, et l'IBU, donc notre fédé internationale, gère ça plutôt bien. On va être obligé cette année d'aller à Munich pour faire la première compétition internationale de biathlon. En tout cas, obligatoire, et je pense que c'est un peu introduire la première Coupe du Monde de biathlon d'été. Et ça me fait pas plaisir, j'adore skier, je préfère la neige, mais ça me paraît nécessaire, et en plus c'est tout trouvé parce que c'est extrêmement facile de transiter entre les deux. Bien sûr. Au moins peut-être qu'un jour tu pourras faire des JO à Paris, même des JO d'hiver. Hein. Les JO d'été. Les JO d'été, je peux passer en JO d'été. Bon, après j'espère que... J'imagine que d'ici 2030, ce sera toujours sur neige. J'espère, ce serait chouette. Et puis après ça, je regarderai le biathlon d'été. Bon, on va prendre un petit peu de légèreté quand même, parce que là, c'est un sujet un petit peu plus sérieux. Avec une petite séquence, c'est le fameux « tu préfères ». Alors, c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué, comme son nom l'indique. Je vais te poser des petites questions, des petits dilemmes, et c'est à toi de répondre rapidement selon ta préférence. T'es prête? Allez, c'est parti. Tu préfères l'hiver ou l'été? L'hiver. Tu préfères la plage ou la neige? La neige. Là, jusque-là, c'est facile. Attention, tu préfères le Comté ou le Mont d'Or? Comté. Aïe, waouh! Le tir debout ou le tir couché? Debout. Le burger ou la pizza? Pizza. Ah ouais, direct. Même pas. C'est trop chiant à manger un burger.
C'est vrai que tu t'en mets un petit peu partout, je suis bien d'accord avec toi. Le gros globe de cristal ou le titre de championne olympique? Le globe de cristal. Ah ouais? Sportivement, ça a beaucoup plus de valeur. Les gens savent de quoi on parle quand on parle de médaille olympique, mais pas de, de globe de cristal. Mais en fait, pour toi, dans ton sport, sport, et je serais très contente d'en avoir une aussi. Hein, j'espère bien. Alors, tu préfères une Suze ou un Morito? Morito. Ça dépend le contexte. Il faut savoir être polyvalent. Voilà, exactement, t'as raison. La fondue ou la raclette? Fondue. Martin Fourcade ou Quentin Fillon-Maillet? Ah, Quentin, je le connais mieux. Ok. Des vacances solo ou en groupe? En groupe. Une petite bière ou un verre de vin? Petite bière. Et pour finir, une bonne série télé ou des mots fléchés? Oh, une bonne série. Ok, Elle a parfait. oublié de te demander ton chien ou ta carabine? Oh non! Oh, même mon chien. Ah ouais, non, Ah, mais ça, bon, c'est ok, elle a oublié de te demander alors, papa ou maman? Oh, Horrible. il est affreux. Il est Attention, affreux. t'as 2 doigts de répondre quand même. Hein. Merci beaucoup, Lou. Tu t'y es bien prêté au jeu. On a vu tout au long de l'émission que tu étais très bien entourée aussi. Mais je crois qu'on en a oublié quand même quelques-uns. Coucou Loulou, on était sur le pas de tir et on avait juste 2-3 petites questions à te poser. Donc, Salut. On se demandait justement si, comme chaque année, tu allais te faire un petit tatouage. Nous, on pensait que tu allais te tatouer un globe. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu as une petite idée? moi j'avais juste une petite remarque. Pourquoi t'es tombée dans ce virage? Moi, franchement, je serais toi, je serais pas tombée. Hein. On a reconnu la malice de Marie-Dorin Habert, la championne olympique. Il y a beaucoup de chambrage quand même. Hein. Oui, bah, il faut. C'est que du sport, c'est pas non plus. C'est loin d'être un drame. Donc, du coup, la question. Il faut que tu nous parles de ces tatouages qu'on voit là déjà. J'imagine qu'on les voit pas tous, que tu en as plein. Bah, t'as un vélo derrière. Oui, ça c'était une petite, un truc commun avec une copine en Sardaigne. Enfin, en fait, chaque tatouage a plus un sens dans le moment partagé avec la personne qui était présente avec moi à ce moment-là. Et à la base, j'avais prévu un petit pari avec des copains si je gagnais le globe, donc pas de tatouage en fonction du globe. Ah ouais. Et puis tu te serais fait tatouer le globe vraiment non, ou totalement ça non, c'était une belle connerie, un truc que j'aurais dû cacher. Ah ouais, ok, d'accord, vraiment. C'était de l'ordre du pari. Non, je devais. En fait, j'aime bien regarder un peu les tatoueurs et puis choisir en fonction de ce que je vois et ce que j'aime bien. J'ai pas trop planché. En fait, j'avais pas du tout envie de me rajouter un rendez-vous comme on l'a dit juste avant. En fait, j'ai envie de me lever et pas avoir un truc à faire. Et même si c'est un truc que j'adore, là, le tatouage, c'était vraiment un rendez-vous en plus à prendre. Donc, parce que tu as, mine de rien, une fenêtre de tir, si je puis dire, assez courte. Parce que après, quand tu t'entraînes l'été, du coup, c'est pas très bon d'avoir les tatouages au soleil. Puis après, pendant la saison d'hiver, c'est impossible. Et puis en plus, mettre autant de thunes dans des tatouages alors que tu es tout le temps en doudoune avec des gants, franchement... C'est dommage. Il sait de quoi il parle, Charles, en termes de tatouage. C'est ce que j'allais dire, c'est l'hôpital qui suit de la charité. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je suis dans une cabine enfermée, tu vois, on voit rien. Mais tu n'as pas trop réfléchi alors pour l'instant. Ça peut te venir comme ça, d'un coup. Et puis surtout que en fait, j'en ai assez pour le prendre un petit peu plus à la légère, donc pas à prévoir autant de temps à l'avance que je le faisais sur les premiers. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as la sensation d'être un peu une personnalité à part dans le monde du biathlon ou pas? Non, je pense pas. Pour moi, on est tous pareils avec nos petites extravagances, mais je connais des extravagants bien plus marqués que moi. Dans le monde du biathlon? Oui. C'est ça. Mais en fait, chacun a un peu sa petite extravagance à sa manière. En fait, je ne saurais pas dire, mais ça peut être un trait de caractère, ça peut être... un détail, sa manière de s'habiller, sa manière de parler. Ma petite extravagance, ce serait peut-être mon débit de parole. Et le petit accent, il y a un tout petit accent. Quand même. Un tout petit. Et j'ai dû y travailler parce que j'ai pris bon nombre de vannes. Ah oui, du coup, tu fais super gaffe? En fait, je me suis fait reprendre un bon nombre de fois, donc maintenant, c'est presque ancré. Mais on m'a forcé à faire attention. On ne laisse rien passer, c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lou, aujourd'hui pour la suite? Une belle préparation. Donc, on est très focus sportif, quoi. Ouais.
Ouais. Ah, ou un bon repos déjà, premier. Ouais, voilà, Ouais. c'est bien déjà. De joyeux bons dodo, des belles grasses mat, et ça sera chouette. Avec Inouk. Avec Inou. Parfait. Merci beaucoup, Lou, d'avoir été avec nous dans la sauce. Tu vois, ça a été Charles, elle était plutôt gentil. Non, très très soft. On a pris quelques balles perdues, moi y compris, mais sinon. Au final, T'attendais plus pas que autre moi, je chose. pense. Non, j'ai réparti, c'est bon. Merci beaucoup, Lou. Bon mois de vie chaotique qui arrive pour toi, du coup. Merci à tous de nous avoir suivis. La petite cloche, évidemment, pour vous abonner à la chaîne et voir toutes les vidéos. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dans la sauce. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire qui vous voulez voir dans ce fauteuil la prochaine fois. Lou, elle pourra vous dire que ça va, c'est agréable et qu'on peut revenir. Merci, Lou. Merci. Ciao, les amis. À bientôt.